Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous parlerons de la lutte contre le sida et de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté avec Jean-Luc Romero-Michel, premier et unique homme politique à avoir révélé sa séropositivité en 2002. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc vous êtes ce week-end à Lyon pour plusieurs événements. D'abord ce vendredi à 18h30 au centre LGBTI pour une rencontre autour de votre livre paru en novembre dernier, Survivant, mes 30 ans avec le sida aux éditions Michalon. Pourquoi est-ce important pour vous de témoigner de votre combat contre cette maladie qui touche, rappelons-le, un peu plus de 150 000 personnes en France? Justement, il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH en France et dans le monde, et on n'en a jamais si peu parlé. C'est devenu aujourd'hui complètement une maladie invisible, parce que les personnes séropositives n'osent plus dire qu'elles sont séropositives. Aujourd'hui, on en est à la culpabilisation des malades. Avant, on était dans la compassion. Quand moi je l'ai appris, comme vous dites, il y a 30 ans, donc vous imaginez, il y a 30 ans, c'était pourtant comme un arrêt de mort. Je n'aurais jamais cru connaître mes propres 30 ans d'ailleurs, à ce moment-là, mais en même temps, les gens étaient autour de vous, ils vous soutenaient. Aujourd'hui, les gens sont montrés du doigt, on leur dit mais comment vous avez fait pour attraper ce virus? Et donc c'est pour ça qu'il est important à la fois de témoigner et puis de donner aussi de l'espoir, parce que mon livre, c'est certes, je raconte ces 30 ans, mais je raconte l'histoire du VIH et surtout, je raconte l'espoir fou qu'on a aujourd'hui, donc peu de gens le sachent, c'est qu'aujourd'hui on peut en finir avec le sida. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, pour vous savez, on est en pleine campagne présidentielle, un candidat ou une candidate qui dit « je serai le président de la fin du sida ». En France, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à dépister toutes les personnes qui sont séropositives, elles ont immédiatement le traitement, il est gratuit dans notre pays, et ben ça veut dire que le sida peut disparaître parce que quand vous avez le traitement, en général, vous n'avez ce qu'on appelle pas de charge virale, vous êtes séro-inoffensif. Par exemple, moi, logiquement, je ne peux pas infecter. Et donc, c'est comme ça que le sida peut disparaître, même sans vaccin. C'est un espoir fou, et je pense qu'on ne le sait pas, et c'était un peu aussi le message que je voulais donner dans ce livre. Et puis, maintenant que viennent les présidentielles, il va y avoir un temps avec le SIDAction bientôt, où j'espère qu'on va pouvoir interpeller les candidats. Moi, j'y mets plein de propositions, et je leur dis, vous pouvez être le président de la fin du sida. Vous vous rendez compte, c'est quand même fantastique d'imaginer qu'en, par exemple, en 2030, c'est l'objectif de l'ONU-SIDA, il pourrait y avoir des générations qui vont naître sans sida. Et donc, ce sera une histoire qu'on leur racontera, le VIH. Alors, c'était peut-être au départ, mais quand on parle de lutte contre le sida, on parle aussi beaucoup de prévention. Une prévention qui a quand même un coût, alors que d'un autre côté, le préservatif n'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale. Comment est-ce que vous pouvez vous expliquer cela? Écoutez, moi, vous savez, je me bats depuis des années. Vous pouvez voir ça sur les réseaux ou toutes les communiqués que j'ai pu faire là-dessus, pour que justement le préservatif soit remboursé. Tout le monde trouve ça aberrant. Voilà. Une résistance de l'industrie? J'en sais rien. Société, non, c'est plutôt non, les ministères, parce qu'en fait c'est la sécurité sociale qui devrait le rembourser, et ce serait forcément rentable en soi. Mais malheureusement, on n'y est pas arrivé. Voilà. Mais ceci dit, aujourd'hui, le préservatif n'est plus... D'ailleurs, vous savez, la prévention, aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Elle a énormément changé. Bon, d'abord, c'est le dépistage. Vous savez, dans notre pays, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a 150 000 personnes qui vivent avec ce virus. Dans ces 150 000, il y a à peu près 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et c'est ces personnes qu'il faut qu'on arrive absolument à pousser à se dépister. Et on a aujourd'hui tous les moyens de se dépister. Encore faut-il qu'ils le sachent et qu'ils en aient les moyens. Par exemple, le dernier moyen qui existe en France, c'est ce qu'on appelle l'autotest. Vous allez dans une pharmacie et vous pouvez vous tester seul. Pas quelque chose de simple, hein, ni de banal, mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller voir leur médecin, qui ne veulent pas aller dans un centre anonyme gratuit, qui ne vont pas voir les associations qui font pourtant du dépistage rapide où en 30 minutes, vous pouvez savoir si vous êtes ou pas séropositif. Mais ces tests coûtent 28 €. Alors, ils devraient baisser là prochainement. Enfin, vous vous rendez compte, c'est quand même pas simple. Et tous ces outils-là, aujourd'hui, il faut les faire connaître. Il faut pousser les gens à se faire dépister régulièrement. Si vous avez une vie sexuelle, il faut vous faire dépister régulièrement. Et c'est comme ça qu'on arrivera demain à faire disparaître le sida. Vous êtes aussi le premier homme politique à être victime de ce qu'on appelle un outing, donc en 2000. C'est un magazine gay qui révèle votre homosexualité à votre place, ce qui vous pousse à écrire en 2001 le livre « On m'a volé ma vérité ». Aujourd'hui, quel est le regard que vous pouvez porter quand vous voyez que la presse évoque, par exemple, des rumeurs à propos d'une relation entre Emmanuel Macron et Mathieu Gallet, le président de Radio France?
Écoutez, moi, à l'époque, il faut savoir que j'allais faire quelques jours plus tard mon coming out dans un grand journal du soir. C'était prévu, donc on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied et c'est quand même tout à fait scandaleux de faire ça. Moi, je suis toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que aucun organe de presse ou qui que ce soit, surtout qu'en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens peuvent mettre tellement d'horreur et de choses personnelles qui ne nous regardent pas, on n'a pas à dévoiler la vie intime de qui que ce soit. Alors en plus, l'exemple que vous donnez est certainement faux, en plus, mais vous savez, parce qu'il faut quand même imaginer que même aujourd'hui, certes on est en 2017, donc par rapport à 2000, il y a 17 années qui se sont passées. Beaucoup de choses depuis le Pacs et depuis le mariage pour tous et une meilleure acceptation dans la société. Mais vous savez, pour un jeune ou homosexuel, pour une jeune lesbienne, c'est jamais très facile, c'est un cheminement. Vous êtes quand même élevé pour être un bon hétérosexuel, une bonne hétérosexuelle plus tard. Donc il y a tout un cheminement à faire. Après, il y a aussi tout ce travail que doit faire votre proche, votre famille. Et c'est donc pour ça que je pense que personne ne peut dire à votre place votre homosexualité. C'est pour ça que moi je trouve assez... Enfin, ces ragots qu'on peut entendre aujourd'hui sont à la fois scandaleux parce qu'ils sont certainement basés sur rien du tout et ils sont honteux en soi. Merci à nos auditeurs de TLM. Pour suivre la suite de l'interview, notamment sur la légalisation de l'euthanasie, vous pouvez nous retrouver sur lyoncapital.fr. De retour sur lyoncapital.fr, donc vous êtes aussi à Lyon pour tenir une réunion publique ce samedi à 14h15 au Salon de l'Hôtel Mercure dans le 3e arrondissement intitulée Élections 2017 pour une loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès universel aux soins palliatifs. Depuis 2007, vous êtes le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, qui a 70 000 adhérents. Et qui se bat depuis 1980 pour le droit de chacun de décider de sa propre mort à partir du moment où sa dignité lui semble gravement remise en cause. Dans votre livre Survivant, vous écrivez que vous ne savez écrire que sur la vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à militer pour le droit à l'euthanasie ? Vous savez, la fin de vie, c'est la vie. C'est juste la fin. Vous savez, quand vous avez vécu justement les années noires de la lutte contre le sida, quand vous avez vu des garçons et des filles de 20 ans, 25 ans hurler, demander à être libérés tellement leur souffrance était insupportable et qu'on refusait par exemple de leur donner de la morphine en disant « mais ça va accélérer votre mort » alors qu'il leur restait quelques jours à vivre. Quand vous avez vu ces gens dans des telles souffrances, vous vous dites « mais moi j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie que les gens que j'aime puissent vivre ça et je veux avoir le choix. » Parce que vous savez, il y a des gens, ils veulent vivre pour des convictions religieuses, éthiques, chacun a le droit de choisir ce qu'il veut, veulent vivre le plus longtemps possible, c'est bien si c'est leur choix. Mais il y en a d'autres, quel est le principe supérieur dans une démocratie laïque qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible et notamment dans la souffrance. Et donc pour moi, ce combat, il est totalement complémentaire de mon combat pour la vie, qui est la lutte contre le sida. Je veux pouvoir, comme beaucoup de Français, choisir le moment de ma mort et ne pas m'obliger à des souffrances qui ne représentent rien pour moi, qui n'ont aucun sens. Et d'ailleurs, même si vous avez des convictions religieuses, quel texte religieux vous dit que vous devez mourir dans la souffrance? Aucun. En Belgique, la pratique de l'euthanasie est légale et il y a certains cas relayés par la presse qui peuvent être considérés par certains comme des dérives. Je prends l'exemple en 2015 où une jeune fille de 24 ans qui était physiquement en très bonne santé s'est faite euthanasier pour mettre fin à des souffrances psychiques et à sa tendance suicidaire. Est-ce que vous pensez qu'en cas de légalisation de l'euthanasie, il faut quand même encadrer un peu les choses pour ne pas que finalement ces centres finissent par être quelque part Enfin, qu'on ne cherche pas à guérir les tendances suicidaires et que finalement, pour se suicider, il n'y ait qu'à demander en fait. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Alors, les cas, souvent, quand vous regardez vraiment les dossiers médicaux, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on nous l'a dit. D'ailleurs, il n'y a pas de dérive en Belgique. S'il y avait des dérives, d'ailleurs, le ministre de la Justice, il n'y a pas très longtemps, parce que c'est souvent en France où on prend comme exemple la Belgique en disant qu'il ne faut surtout pas faire ce qu'ils font, ce qui est absolument faux. Le ministre de la Justice, il est intervenu au Parlement pour dire qu'il en avait un peu marre des Français qui parlaient de dérives qu'il y avait dans ce pays, que s'ils avaient des exemples, qu'il fallait leur montrer. Jusqu'à présent, personne n'a pu montrer ces exemples, parce qu'à chaque fois que la presse nous donne quelques cas, et c'est rare, comme celui que vous avez donné, on se rend compte que dans le dossier médical, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que souvent ces personnes ont des graves pathologies qui permettent l'effectivité de la loi. Parce qu'il faut savoir la réalité des choses. Vous savez où elles ont lieu, les dérives? Eh bien, en France.
dans notre pays. Parce que c'est ça qui est assez amusant. Il y a une étude en France sur la fin de vie, c'est celle qu'utilise le ministre de la Santé, comment dire, Monsieur Leonetti, qui a fait 3 lois sur la fin de vie, qui ne fonctionnent pas, parce qu'au bout de 10 ans, on est quand même à la 3e. Et tous les parlementaires, pendant le débat qu'on a eu ces dernières années, c'est une étude de l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui nous dit qu'en France, il y a 0,8% d'euthanasie. C'est-à-dire 4 500 euthanasies par an, on a à peu près 570 000 morts par an. D'abord, si c'était la réalité, on voit bien que la loi n'est pas si bien appliquée que ça, puisqu'il y a des euthanasies quand même qui se font alors que c'est interdit. Sauf que quand on regarde l'étude, elle est quand même inquiétante, parce que moi, à la limite, qu'il y ait 4 500 euthanasies, je devrais m'en réjouir, me dire tant mieux pour ces gens qui l'ont demandé, qui ont été entendus, merci à ces médecins courageux. Mais dans la réalité des choses, vous vous rendez compte que seulement 0,2% des gens l'ont demandé. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 1100 personnes qui demandent à être aidées, et qui le sont, tant mieux pour elles, et il y a 3400 personnes qui reçoivent un produit létal sans avoir rien demandé. Vous voyez, on est en pleine dérive dans notre pays. Et on est en train de se dire ailleurs, non, ailleurs justement, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, il y a des règles. Il y a plusieurs médecins qui vérifient si vous êtes dans les conditions de la loi. Ici, c'est un peu n'importe quoi. Et puis c'est aussi, si vous avez des relations, vous allez pouvoir être aidé, pas souffrir, comme des chefs d'État par le passé, ou comme d'autres, comme beaucoup de médecins qui vont avoir la bonne combinaison de médicaments, mais 99% des Français, s'ils n'en peuvent plus, ils ont droit qu'à ce qu'on appelle la sédation terminale. En France, on vous endort, on arrête de vous alimenter, et vous pouvez mettre 3 semaines à mourir. Alors on nous dit on ne meurt pas de faim et de soif, mais si on n'arrête pas d'alimenter les gens et de ne pas les hydrater, ils peuvent continuer à vivre. Donc on voit quand même qu'on est dans une espèce d'hypocrisie et d'inégalité totale dans notre pays et de dérive. Contrairement à ce qui se passe autour de chez nous. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero-Michel. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.